Là, on va accueillir Philippe de Rimaker, alors qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'abord d'être ici et un rêve réalisé. Il y a plusieurs années, j'avais une douzaine d'années, j'étais très jeune, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Paris, je reviens. Alors, je n'avais jamais vu Paris. Mais en premier lieu, merci Léla, que j'avais rencontrée en Algérie. On s'est rencontrés en Algérie, effectivement. Moi et Philippe, on s'est rencontrés en Algérie lors d'un voyage littéraire organisé par Sadia Tapti. On s'est rencontrés déjà dans l'avion, et puis à Alger, et puis on a repris un autre vol pour aller à Timimoun, en plein cœur du Sahara. Donc ça a été vraiment un très beau voyage, une belle rencontre, parce que moi je dis toujours, la vie est faite de rencontres. Il y avait un bout de femme là qui était dans le groupe et mon épouse et moi-même trouvions qu'elle était lumineuse. Et en fait, ce n'était pas une femme, c'était une espèce de vibration positive et c'était Léla. Et il y a une amitié qui est née. Et puis mon épouse est tombée amoureuse de tes mots, ce qui était extraordinaire parce que mon épouse est assez critique, critique positive. Hein, critique Merci, positive. Donc voilà. Alors, écrivain, poète, romancier, dramaturge, auteur-compositeur, chroniqueur littéraire et passionné de culture. Un parcours riche, marqué par la diversité de plusieurs formes d'expression, dont la poésie, le théâtre, le roman, la photographie et même la chanson, ce que tu viens de décrire, mais toujours avec la même volonté de parler de l'humain, de son parcours et surtout aussi de son cheminement. C'est ce qu'on ressent. Oui, l'humain, bien sûr, parce que l'humain, c'est le cœur de l'humanité. Dans humanité, il y a humain. Les relations humaines sont fondamentales. Malheureusement, elles peuvent être également source de cicatrices profondes. Mais ces cicatrices peuvent être valorisées et grâce à l'écriture, quelque part, qui peuvent guérir. Guérir, exactement. Donc, dans tes livres, on a Le sommeil interdit, édité en 2025. Nous avons Tant de silence, édité en 2016. Quand les singes se prennent pour des dieux. Rupture de stock, oui. Voilà, La Mosane et Sous la pluie, recueil de poésie. Sous la pluie, mon Dieu, ça remonte. Hein. C'était mon premier recueil de poésie. J'avais, à l'époque, je devais avoir quoi, 16, 17 ans, osé pousser la porte de la Maison de la Culture de Namur, en Belgique. Et j'étais tombé nez à nez avec une dame qui s'appelait Louise-Marie Denhève, ou Marie-Louise Denhève, je ne sais jamais, et qui m'a dit, viens dans mon bureau. À l'époque, on pouvait. Hein. Et donc, elle a étalé tous mes écrits par terre et elle a dit, il faut que tu continues. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a le Minuit de la poésie de Namur, c'était la première session, et j'aimerais que tu viennes. Par contre, ton orthographe est lamentable, il va falloir que tu fasses un effort. Elle m'a adressé à un prof de français, Michel Despas, qui m'a engueulé, simplement. Il m'a dit, si Louise-Marie ne t'avait pas envoyé, je t'aurais jeté à la porte. Et c'est vrai, c'était le côté dyslexique. Mon père est d'origine néerlandophone, flamande, et lorsqu'il parlait français, c'était toujours une sorte de traduction. Donc ce n'était pas quelque chose de fluide. Il adorait la langue française à une époque où c'était un peu compliqué. Vous savez, la Belgique, on a toujours tendance à avoir une distance vis-à-vis des différentes langues, même si on s'entend très bien, il y a quand même une sorte de racisme latent, une imbécilité humaine au premier point, puisqu'on s'adore et on est obligé de vivre en communauté. Donc la langue française, on l'adorait, on l'adulait à la maison, mais on ne l'appliquait pas, on n'arrivait pas à l'exprimer à la perfection. Et à l'école, j'avais deux sortes de professeurs. J'avais des professeurs, quand j'écrivais une rédaction, qui me disaient « c'est formidable ».
Et puis il y avait les autres qui disaient mais non, c'est nul, il faudrait revoir l'orthographe. Et en histoire, je connaissais l'histoire, mais je me faisais à chaque fois avoir par l'orthographe. Et j'ai appris sur le tard que cette orthographe était hyper important et qu'il fallait non pas la travailler, il y a une logique. Bon, j'ai encore quelques difficultés, je l'avoue, mais c'est un travail de tous les jours. Et elle vous le rend bien, cette orthographe, parce que dans cette logique, je me perds un peu dans l'explication, mais dans cette logique, elle vous offre une chanson permanente. Et puis, ça vous permet également un travail omniprésent, et ça, c'est important pour moi. Donc voilà, ça, ce sont mes faiblesses. Alors, quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui t'a conduit vers l'écriture? Je n'en sais rien, ça remonte à la nuit des temps. Il y avait une anecdote que j'avais racontée à Timimoun. Oui. J'étais dans une salle d'études, j'étais interne à l'époque. Et il y en avait un professeur, Van der Roos, qu'elle s'appelait, c'était une femme violente. Elle nous punissait vraiment à coups de claques et de règles. Elle avait une petite moustache, une espèce de verrue sur la joue. Elle n'avait rien pour être agréable. Et j'étais au fond de la classe, près du poêle évidemment, de l'étude, pardon, et j'écrivais une petite poésie. Ça ne devait pas être très, très, très bon, mais elle s'est approchée en silence. Je ne l'avais pas vue. Elle m'arrache le papier des mains. Je me dis, ça y est, je suis parti pour une torgnole, une retenue, et Dieu sait quoi. Elle a lu le texte, elle s'est tournée vers la classe et elle a dit « Mesdemoiselles », parce que c'était mixte, à l'époque c'était rare, « Mesdemoiselles, messieurs, nous avons un poète dans la classe, respectez-le ». Alors là, j'étais scotché et ça m'a donné l'envie de continuer. C'est à ce moment-là que tu as compris que les mots allaient occuper une place importante dans ta vie. Omniprésent, voilà. Omniprésent. Alors, parmi toutes les formes artistiques que tu as explorées, la poésie, le théâtre, la chanson, le roman, quel est selon toi le fil conducteur de ta démarche? Le rythme. Ah! Vraiment, la chanson, c'est le rythme, la poésie, c'est le rythme, le roman, c'est le rythme. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, dans tes romans, on sent que tu as le rythme de la poésie. Bon, je lui laisse ses paroles, je ne me permettrai pas. Mais ce rythme omniprésent, je crois que le rythme, et notre musicien le dirait peut-être, lorsqu'on a le rythme de la musique et le rythme des paroles qui vont sur la musique, ça change tout. Et l'histoire aussi. Parce que vous pouvez avoir de la musique, des paroles, mais qui ne veulent rien dire et ça n'accroche personne. Donc le rythme. Donc on est dans un thème aujourd'hui de ce qui nous unit et on l'a bien expliqué. On peut rencontrer des gens partout, n'importe où. Voilà, tu es de Belgique, je suis de Paris. On s'est rencontrés en Algérie. Voilà. Qu'est-ce qui relie les êtres humains au-delà des différences culturelles? Les différences sociales, ou je dirais même géographiques? Pour moi, d'abord, ça se dit ça d'abord, ça c'est du belge. Pour moi, en priorité, c'est l'écoute. Alors j'ai appris ça des Japonais, j'avais travaillé pour une société japonaise. Et au début, j'étais comme tout le monde, chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, j'interrompais parce que j'avais autre chose à dire qui paraissait beaucoup plus intéressant. Mais les Japonais, ils vous regardent, ils se taisent. Et quand vous avez fini, il y a un moment de silence. Alors vous dites, il n'a pas compris. Si, il vous écoute. Et avant de répondre, il réfléchit à ce que vous avez dit et à la réponse qu'il va apporter. Et cette écoute permet de gagner énormément de temps. Mais au-delà de ce temps gagné, ça démontre un respect profond. Et je crois que la relation humaine, j'espère répondre à ta question, commence par le respect. Le respect des autres. On parlait de la femme, du respect vis-à-vis de la femme. C'est également une des priorités pour moi dans la relation humaine. Puis la littérature, est-ce qu'elle peut encore aujourd'hui rapprocher les gens dans cette époque de l'immédiateté et puis des réseaux sociaux Alors c'est assez impressionnant. Je reviens de... j'ai oublié le nom, Saint-Malo. Il y a un énorme salon du livre, j'avais été invité. Il y avait un monde fou et les gens lisent. À Bruxelles, la dernière foire du livre de Bruxelles, il y avait un monde fou
également, je suis redondant dans les mots, beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Et aussi, on rejoint l'éducation et la motivation. Énormément de professeurs avaient dit aux élèves, voilà, vous avez un budget, vous avez le droit d'acheter un livre. Alors choisissez le livre que vous voulez, que vous désirez, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un manga, mais après, vous allez devoir faire un exposé sur le livre, d'abord pour savoir si vous l'avez compris, d'autre part pour faire partager le goût ou le dégoût que vous en avez eu. Dégoût, bien entendu, ce livre ne m'intéresse pas, une sorte de critique. Et je me suis dit, effectivement, les jeunes lisent, ne lisent pas la même chose. Justement, on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ici, présents, et ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre à ces jeunes générations futures? Accrochez-vous. Et écoutez bien. Accrochez-vous, et puis on parle de poésie. Énormément de poésie aujourd'hui, et je crois que lorsque vous écrivez une poésie, c'est important, c'est l'expression de l'âme, c'est l'expression de ce que vous avez, comment dirais-je, au plus profond de vous. Mais si vous l'écrivez, c'est que vous estimez que le papier mérite votre écrit. Lorsque vous avez fini de l'écrire, il est intéressant de le retravailler. Je veux dire, ok, vous l'écrivez pour vous, c'est bien, c'est formidable. Si vous voulez l'écrire pour les autres, je pense, ça paraît très orgueilleux ce que je dis, mais c'est Jules Bocern qui me l'avait dit. Quand tu écris un texte, que tu veux l'adresser aux autres, il faut que tu racontes une histoire, que cette histoire intéresse, et travaille là. Et je me souviens, grâce à son conseil, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Chez nous ». Je crois que j'ai travaillé sur ce texte plus de 20 ans. Et encore aujourd'hui, de temps en temps, je le modifie. Pourquoi? Le monde évolue également. Et oui, ce travail vous apporte à vous plus de récompenses qu'il n'offre aux autres. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus merveilleux que d'entendre une salle qui vous applaudit? Même quand les applaudissements se taisent, les mains retournent dans leur poche. Mais vous gardez ces applaudissements. Ça veut dire que le travail que vous avez offert à vous-même, mais offert aux autres, a un écho. Et ça, c'est important. Tu es bien placé pour le savoir. Exactement. Si tu devais résumer en quelques mots ce que la vie t'a appris jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dirais, Philippe? En quelques mots, mon Dieu. 1, 2, 3 mots. Merveilleux. Merveilleux. Même si de temps en temps c'est une sacrée salope, hein, mais la vie c'est merveilleux, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Et les cadeaux de vie, là je rajoute d'autres mots, les cadeaux de vie ne viennent pas tout seuls, ils se sculptent, ils se méritent. Ouais. C'est vrai qu'on vit dans une époque traversée par de nombreuses tensions. Tu es inquiet ou confiant pour l'avenir? C'est une bonne question. Un jour, je suis positif, et le lendemain, quand j'entends Trump, je suis complètement déprimé. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelques années, quand on disait « j'écris de la poésie », on vous regardait de travers, vous n'étiez jamais publié. Regarde la salle aujourd'hui. Ça, c'est le bonheur de l'avenir. Et je crois que l'art a quelque chose d'important à dire et à faire. Et je sais, je l'ai répété des milliers de fois, mais lorsqu'une civilisation disparaît et qu'on prend la peine de la rechercher, qu'est-ce que l'on trouve en priorité? Des œuvres d'art. On trouve pas de la politique, hein. On la trouve après, mais on trouve l'architecture, les sculptures, la religion, parce que la sculpture souvent parle de la religion, l'humain. Et puis petit à petit, on creuse dans cette civilisation. Et l'on voit si elle était bien gérée ou pas. Mais ça, c'est un autre débat. Donc l'art est fondamental pour refléter, excusez-moi si je bégaye un peu, refléter nos civilisations et nos... Et puis l'art aujourd'hui, il peut encore rapprocher les êtres humains, tu penses que... Certainement. Certainement, si c'est fait... Enfin, bon, ça c'est un sentiment personnel, mais si c'est fait avec... Et si tu avais un message aujourd'hui à transmettre aux personnes présentes, qu'est-ce que tu dirais?
Aimez-vous Mais les uns les autres. je me permets de me taire simplement pour vous dire apprécier le silence. Appréciez le silence. Tu écris beaucoup sur le silence. J'adore le silence. Oui. Le silence. J'ai bien remarqué, justement, quand on était à Timimoun, hein, ces moments justement de silence, ces moments où tu avais besoin justement De rentrer dans la bulle, oui. De rentrer dans ta bulle, oui. C'est à ce moment-là que l'âme, celle que j'appelle l'âme, se dévoile en fait. C'est là que tes pensées prennent plus ou moins de l'ordre, et c'est là aussi que la plume commence à avoir la bougeotte. Oui. Et puis après, bon, il faut la dompter un peu. Hein. On va revenir un petit peu sur les écrits. Le titre « Quand les singes se prennent pour des dieux ». Alors ce titre, il m'a interpellée. J'ai vu déjà l'orgueil de l'être humain. Est-ce que ce livre est né d'une inquiétude face à la réalité ? Je vais oser me dévoiler. Alors, ce livre est né lors d'une triste aventure. D'accord. Mes parents étaient en fin de vie. Et malheureusement, j'observais des déchirements autour de moi, des drames familiaux, pas nécessairement chez nous, hein. Ça peut être, c'était autour de nous, autour de la mort. J'étais également intrigué par ces combats stériles, parfois des gens qui se battaient pour des dentelles. Hein. Il y avait une nappe en dentelle qui appartenait à machin, et ils se déchiraient pendant 2 heures, et je regardais ça. Et là, ce livre a commencé à fleurir. Et puis, il y avait l'histoire de la Belgique qui m'intriguait. L'histoire qu'il y a dans les livres, et puis l'histoire que l'on ne vous dit pas. Parce qu'on vous raconte des histoires en parlant d'histoire. Mais l'histoire d'un être humain, il évolue en fonction des circonstances. On est bon, on est méchant, mais on n'est jamais tout à fait bon, on n'est jamais tout à fait méchant. Et donc, tous ces sujets se sont entrechoqués, et puis ce livre est né. Voilà, on parle beaucoup de la Belgique, de quelques catastrophes, puisqu'on parle de l'innovation. Les plus anciens s'en souviennent peut-être, c'était un grand magasin, désolé, situé à Bruxelles, qui a pris feu, puisque la sécurité n'existait pas. Il y a eu des dizaines, des centaines de morts, et là, on rejoint l'être humain. Il y avait c'est anecdotique, bien sûr, évidemment, énormément de familles qui attendaient pour voir si leurs conjoints, leurs enfants avaient survécu. Et ce sont les prostituées de Bruxelles qui se sont réunies pour mettre en place une sorte de soupe populaire pour réconforter les gens. Chapeau, hein, parce que ces dames, on les regarde toujours avec mépris, mais elles ont quand même un cœur gros comme ça, il faut le reconnaître, et un métier difficile. Voilà. On retrouve dans tes textes beaucoup de figures comme ton père, ton grand-père, toute la mémoire familiale. Oui, tout à fait. Est-ce que transmettre, c'est devenu pour toi une forme de responsabilité ? Transmettre en priorité à nos enfants, nos petits-enfants. Oui. Ils ont vécu des périodes excessivement difficiles. Mon père a été désarçonné par la guerre. Il est rentré dans la résistance malgré lui. Il n'avait pas eu le choix, et il ne savait même pas ce que résistance voulait dire, mais ça veut dire qu'il n'a pas pu faire d'études à cause de cette guerre. Il en rigolait, hein. Il a dit, moi, le maquis, j'ai passé du bon temps. Il n'a jamais parlé de mort, il n'a jamais parlé de ses exploits, mais donc j'ai commencé à rechercher le passé de mon père, le passé réel, en écoutant mes oncles, mes tantes, et je me suis aperçu que c'était un grand monsieur, silencieux, taiseux. Il était néerlandophone d'origine, donc difficulté de parler en français, mais il avait un cœur énorme. Je me demandais pourquoi il s'absentait souvent le dimanche. J'avais beau poser des questions, je comprenais pas. Et il partait avec une énorme mallette. En fait, il allait dans les prisons. Il avait un projecteur Super 8. Il louait des Charlie Chaplin et des machins pareils et projetait les films dans les prisons. Il n'en parlait pas. Je l'ai su par ma mère.
Ils n'en parlaient pas. Ça, c'était mon C'est des père. formes de silence qui gardent. Oui, Ouais. et de retenue. Et puis, De c'était retenue. un geste qu'il trouvait normal. Et il ne s'en vantait pas. Oui, il y a une sagesse, justement, que c'est un mot qu'on entend de moins en moins. Et pourtant, aujourd'hui, je ne sais pas si on cherche encore à devenir sage ou bien simplement réussir. Donc, je ne sais pas si... C'est un monde compliqué parce C'est un mot que compliqué et nous aujourd'hui, avons un hein. métier compliqué aussi puisque Oui. l'écriture entraîne une certaine nous aspire vers un j'ose Puis pas je dirais employer aussi la réussite. l'égocentrisme aussi Ouais, parce est-ce que la réussite aussi est une forme de sagesse? C'est là où justement c'est un autre débat, mais oui, mais non, il est intéressant. Je crois que la réussite, qu'est-ce que réussite veut dire? Mais oui, pouvoir garder la simplicité, c'est ça la et sagesse. être en fait. modeste et simple Oui, parce que tu peux arriver là et puis pouf, demain c'est fini. Hein, c'est fini. on a quelques exemples aujourd'hui. Exactement. Alors après tous ces livres que tu as écrits, les rencontres et toutes ces années d'écriture, hein, si tu dois répondre au thème de ce festival, ce qui nous unit, qu'as-tu envie de nous dire? C'est une bonne question, j'aurais dû m'y attendre. L'amour, la fragilité, oui, l'amour. le besoin d'être reconnu, non, pas du tout. ou quelque chose de plus non, grand. Non, pas du tout. Mais l'amour, certainement. Mais à condition d'user le mot amour différemment de ce que l'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle d'amour, on pense aux séries, on pense à la fille qu'on va draguer, au sexe, au lit, etc. C'est pas Exactement. ça l'amour. L'amour, c'est ce qui se passe entre toi et moi, c'est l'amitié, une amitié profonde et solide. Exactement. C'est ce qui se passe avec Gisèle. C'était l'amitié, ce sont des gens sur qui on peut compter, mais qui savent que nous sommes là pour pouvoir rendre. Ce n'est pas une exclusivité. Et bon, cet amour englobe énormément de choses, mais englobe l'humanité en soi. Et si on pouvait utiliser le mot amour avec sa vérité profonde, on pourrait faire une sorte de révolution du sourire et changer le monde, je le crois, oui. Oui, à condition d'être omniprésent avec cette espèce de contestation silencieuse. Des échanges pleins de sagesse, de modestie. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'exister. Merci d'écrire. Merci de transmettre et merci de ton amitié. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas parce qu'il y a tant de choses à dire et à échanger et à apprendre de notre ami Philippe. N'hésitez pas. Oui. Oui. Je prends ma casquette d'éditeur et je pose la question. Tu as parlé de texte que l'on écrit. Alors moi, je dis toujours, écrivez comme vous voulez, écrivez ce qui vous plaît. Mais quand vous passez à l'édition, et là, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas, si tu envisages la même chose, c'est quand vous écrivez et que vous voulez éditer, pensez aussi à votre public. Alors, tous les textes ne s'y prêtent pas, mais je prends l'exemple du conte, ou autre, c'est plutôt un public enfantin, essaye d'adopter un langage qui se prête beaucoup plus dans l'oralité. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou... Je suis entièrement d'accord avec toi, mais on se rejoint à 100%. C'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Bon, on écrit pour soi, bien entendu, mais on a une orientation d'écriture. On sait, par exemple, que si on écrit un conte, eh bien, on n'est pas peureux, donc on va pas torturer nos personnages, parce que le public enfantin aujourd'hui a changé radicalement. Donc oui, il faut se mettre. En fait, on parle à des gens, quel que soit leur âge, et on essaye de leur offrir de l'intérêt. Et c'est ça tout le travail. Mais écrire, oui, ok. Mais après, il y a le travail de révision et d'élagage, si j'ose dire. Mais je suis d'accord avec toi. Et il faut penser au public. Oui, on se fait plaisir. Mais est-ce que lorsqu'on relit le texte tout haut, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que tu es éditeur, tu le sais. Il faut malgré tout un suivi, un intérêt, un suspense, une chute qui correspond à quelque chose. Oui, je suis à 100% d'accord avec toi. Oui.
D'abord, merci beaucoup Leïla pour cet entretien merveilleux. Merci beaucoup monsieur pour Avec plaisir. la dit d'exister, de ce que vous nous apportez. Moi, je voudrais rebondir sur 3 choses. La première, c'est cette question du silence. Claude Régis, que vous connaissez certainement, parle de cette question du silence comme respiration, comme moment d'existence important et qui va avec l'écoute. C'est-à-dire que il peut rien se faire sans écoute. Et donc, le silence et lui-même parle et c'est aussi une écoute. Donc, c'est le lien entre les deux qui m'intéresse chez vous, dans ce que j'ai compris de ce que vous dites. Et puis, la troisième et dernière chose, c'est la question de la transmission. Pour moi, parce que j'écris pour le théâtre, et il me semble que la transmission, et notamment pour les jeunes, et puis pour tout le monde d'ailleurs, c'est la question du questionnement. Transmettre, c'est questionner. C'est pas souvent on pense que transmettre, c'est on va transmettre du savoir parce que on a nos pieds qui gonflent, etc. Mais pas du tout. En fait, quand on transmet quelque chose, c'est lancer quelque chose qui devient un questionnement chez les autres. Et donc ça me semble important. Et en tout cas, c'est ce que j'ai cru entendre de chez vous et dans ce dialogue merveilleux avec Leïla. Merci beaucoup, monsieur. Puis-je répondre? Un, il y a des silences qui sont bruyants. Deux, vous avez approché quelque chose qui est important à mes yeux, le questionnement. Qui est-ce qui avait écrit à l'un de ses enfants ou petits-enfants? Il lui disait quand il rentrait à la maison, as-tu posé une bonne question? Et toute l'éducation est là. Celui qui pose une bonne question, c'est celui qui est attentif, c'est celui qui a la curiosité et qui ne comprend pas si et qui demande un peu plus d'explications. Le questionnement, je crois qu'aujourd'hui, on oublie un peu d'éduquer les jeunes ou les moins jeunes à poser des questions. Et toute question est intéressante et nous apprend à nous aussi, puisqu'il y a des questions qui nous dérangent, simplement parce qu'on n'a pas la réponse. Et si vous avez l'humilité de dire, si tu permets que je me documente, j'ai appris pour pouvoir retransmettre cet appris. Mais toujours avec l'humilité de dire, j'ai pas toutes les clés, bien entendu. Merci pour votre question, monsieur. Je crois que madame voulait... Oui, je voulais aussi vous remercier et de cet échange que j'ai beaucoup aussi apprécié. À vous écouter, vous parlez en effet des différents publics et j'ai une question à vous poser. Est-ce que le fait de lire des poèmes, la manière dont aussi vous avez une voix aussi qui est enchanteresse, enfin moi je la ressens comme ça, est-ce que vous avez lu des poèmes à des bébés qui sont hospitalisés? Pourquoi je vous dis ça? Je suis depuis récemment en retraite, mais en dehors d'un parcours de vie que j'ai eu collectivement, où j'ai rencontré différentes personnes dans différents sujets. Je suis tout récemment représentante des usagers à l'hôpital Tenon. Et dans cette nouvelle mission, on va dire, ça fait 6 mois, j'ai appris énormément de choses. Et donc, j'apprends qu'il y a beaucoup d'associations qui viennent à l'hôpital pour voir des patients de tout âge, de autres. Et j'ai eu très récemment une discussion avec une association de personnes qui viennent voir des bébés qui sont hospitalisés, voilà. Comment on dit, avec des appareils autour d'eux parce qu'ils ont des problèmes de son. Et ces personnes-là viennent lire, parler à ces bébés, qui a pas de réponse, bien sûr. Et du coup, quand on entend certains poèmes que vous lisez les uns ou les autres, une question que je vous pose, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que ça peut envisager ou une expérience? Parce que, voilà, moi je trouve que le savoir-faire, c'est super, et le faire savoir, c'est aussi super. Voilà. Là aussi, je vous remercie pour votre question et merci aussi pour cette expérience. Alors, lire des poèmes à des bébés, oui, je l'ai fait à mes enfants et à mes petits-enfants. Je l'ai fait, d'ailleurs, il y a toujours des résultats. Il y a une de mes chansons qui est sortie à cause de ce genre de choses, hein, Claire. L'histoire de l'école, c'était inventé, d'ailleurs,
en partie par mes enfants. Mais en milieu hospitalier, non, je ne l'ai jamais fait. Alors, pour 2 raisons. C'est que vous entendez que j'ai un problème de prononciation, c'est-à-dire que j'ai été opéré à la mâchoire et je ne peux pas soutenir comment dirais-je, un monologue ou un dialogue trop longtemps. Et j'aimerais le faire. D'ailleurs, je ne peux plus chanter, ce qui est horrible, mais j'aimerais le faire, mais je sais que je vais bloquer un certain moment ou que le texte va devenir monotone parce que la douleur va prendre le dessus. Alors, je vous le dis en toute humilité, mais bravo pour cette initiative. Par contre, j'ai fait père Fouettard à l'hôpital, oui. Alors, je vous dis que je trouve fort ce que vous faites, ce que vous écrivez. Alors, pour moi, l'écriture, c'est la voix du cœur. Hein, et c'est partagé. C'est partagé. C'est-à-dire ce qu'on ressent, ce que l'on est, on veut le partager. Et pour essayer de rentrer en contact avec les gens. Et peut-être aussi pour pas seulement s'aider soi-même, mais pour aider les autres. Oui, certainement. Et pour moi, c'est ça l'écriture. Et alors, quand madame parlait de lire des poèmes à des bébés, eh bien, je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que même s'ils ne comprennent pas, hein, rien que par les émotions qui ressortent, ils ressentent quelque chose. Je suis d'accord avec vous, tout à fait d'accord. Voilà. D'ailleurs, En tout cas, ce que vous faites, c'est formidable. Je vous remercie. En tout cas, c'est une autorité publique que jouer de la musique à une femme enceinte, le fœtus réagit. Et un bébé, il réagit aussi. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon regard, la poésie, c'est une sorte de musique, c'est la musique des mots. Mais en plus, vous lui offrez la compréhension du langage, les premiers balbutiements de ce que machin veut dire, si vous voulez. Et je vous rejoins tout à fait. Merci. C'est là que vous avez. Mes compliments pour vous et pour Leïla également, qui a su diriger les questions. Je voudrais demander juste, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait de votre œuvre de création? Ça peut être une œuvre de prose, de poésie, 5 lignes, juste quelques lignes. Ah ouais, Pour nous plonger dans... Je vais vous réciter une poésie de mémoire, mais je ne vais pas la réciter tout à fait, si je peux ou pas. Ou tu préfères que je lise? Alors, en fait, j'étais dans le sud-ouest de la France et à chaque fois, ils me disaient « Oh, les Belges, excuse-moi, tu l'as déjà entendu, oh, les Belges, vous n'avez pas de gouvernement. » Mais à l'époque, vous n'en aviez pas non plus. Donc, je lui ai répondu ça. Et c'est quoi la Belgique? Vous avez le flamand, etc., etc. Les images d'Épinal. Il avait dit « Mais chez nous, c'est pas ça. Chez nous, il n'y a pas de falaise pour arrêter la mer. Il n'y a pas de silence pour déchirer le vent. Il y a juste la mer, étendue sur le sable, pas trop loin des polders de ces dunes sauvages, qu'on y passe le temps d'y perdre quelques amants. Il y a surtout chez nous des hommes aux mains si grosses, d'arracher la sueur et de l'étendre aux gosses, qu'ils en sont fiers dedans. Mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, merci Philippe, merci de tout ce que tu fais, de tout ce que tu écris. Si vous voulez découvrir les livres de Philippe, ils sont exposés juste derrière. N'hésitez pas. Merci à toi. Et si tu veux rajouter quelque chose, j'aimerais bien, oui. Si je ne prends pas. Temps de silence est un livre qui parle de l'immigration. Ce sont des Iraniens qui ont fermé la porte, qui quittent l'Iran à pied. Mais ce livre a été écrit bien longtemps avant les événements. Et j'avais écrit ce livre parce que j'avais été sidéré. J'étais le long de la Méditerranée et je voyais les gens se mettre plein de crème et ils allaient nager dans la Méditerranée. Et je me dis, mais en fait, ils vont nager dans un cimetière. Tous ces gens qui viennent vers l'Europe et qui meurent dans la Méditerranée,
et on s'en fout, quoi. C'était mon ressenti, bien sûr. Je porte pas de jugement, mais j'avais envie comment dirais, d'essayer de comprendre, et donc ce livre est né par rapport à ce questionnement. On parle également de la fin de vie de personnes âgées, et on parle de religieuses de mon pays. Voilà, je m'arrête là. Et d'autres livres aussi qui sortent prochainement. Donc, j'ai eu Oui, il est fini. voilà la chance, je dirais, de préfacer son prochain livre qui sort en 2020, enfin en septembre. Septembre. Septembre, tout juste. Donc, il y a un long voyage à faire pour aller découvrir. Donc, hâte de découvrir, hâte de le faire découvrir aussi. Merci infiniment à vous. Vraiment. Beaucoup, pas mal de livres. Il peut, alors... Le peón. Le peón. Le peón, c'est un paysan en espagnol. C'est un paysan, c'est... Le peón. El peón, oui, c'est ça. Mais je l'ai mis en français. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est je prends trop de temps, peut-être. Non. C'est un paysan qui rêve d'offrir un avenir meilleur à celle Dulcinée. Et pour ce faire, il écrit une Magnifique. lettre à l'administration. Mais à l'époque, il n'avait pas de papier, donc il va à la mairie. Et comme tout le monde le sait, les secrets à la mairie se tiennent. Donc, automatiquement, la rumeur s'étend et court jusqu'à sa Dulcinée, qui croit qu'il écrit pour elle. Mais il n'écrit pas pour elle, il écrit à l'administration. Et donc, toute l'histoire arrive sur des non-dits et sur des rumeurs, voilà. Pardon? Merci. Grâce. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ses œuvres. Merci Philippe. Est-ce que tu voudrais nous rajouter quelque chose? Mais j'ai cru, quand tu m'as invité à verre et voix, j'avais compris verre et bois. Donc je me dis qu'on allait boire du vin rouge. Il y en aura, t'inquiète pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va boire, on va manger, on va chanter, on va, voilà, on va s'éclater. Merci Philippe, merci d'être venu. infiniment Merci et beaucoup. belle continuation à vous. Au revoir. Merci.